Nkoumvondo, mon ami, s'est également investi à aller soutenir finalement la plateforme d'Akeremuna, alors que lui est même allé jusqu'à signer le manifeste. Il est signataire du manifeste. Je ne sais pas si vous voyez le degré, et je crois que là, Claude Abé va boire du petit lait, lui qui est son ami. Mais là, ce n'est pas de la traîtrise, c'est de la félonie. Ça s'appelle en langage simple de la félonie. L'esprit Fingon, pour parler comme au quartier, habite l'essentiel de la classe politique du Cameroun. Et le mal camerounais se trouve dans cet esprit-là. Aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'impulser dans ce pays un minimum de sens éthique, de sens moral. Vous voyez souvent représenter votre plateforme pourtant ici. Mais voyez-vous, oui, voilà quelqu'un qui a représenté souvent la plateforme. Mais je vous assure, professeur de droit, par ailleurs, collègue, qui signe signature. Il part du jour au lendemain, sans même vous notifier de quoi que ce soit. Vous apprenez seulement qu'il est déjà... Pourquoi est-ce qu'il y va? Il y va parce que Akeremuna lui a proposé un peu d'argent pour obtenir son yango, pour parler comme Mathias Oling. Son parti politique. Son yango, parce que Mathias appelle ça yango, qui porte tel aujourd'hui, qui porte tel autre demain, etc., etc. Sur le plateau du club d'élite ce dimanche, Olivier Billet, promoteur de l'ATP, s'adresse directement au peuple camerounais. Son ton est grave, ses mots acérés, trahison, félonie, martèle-t-il. Chaque mot porte le poids d'une indignation populaire. Le Fingon a frappé. Cette expression, tirée du jargon populaire, évoque ici une trahison qui dépasse l'entendement. Au cœur de ces accusations, Prosper Nkoumvondo, l'homme de l'univers, un homme qu'il tient pour responsable du sabotage de l'Alliance. Ce dernier, selon Olivier Billet, a détruit ainsi les espoirs placés dans cette plateforme pour une transition politique pacifique au Cameroun. L'indignation de l'homme du Parti des Libérateurs est palpable, mais au-delà des mots, c'est un cri de cœur, celui d'un homme trahi, d'un rêve éclaté. On écoute Olivier Billet. J'avais effectivement réussi à agréger beaucoup d'acteurs, beaucoup de formations politiques, beaucoup de leaders, sociétés civiles, partis politiques, etc. Et nous avons rédigé ensemble ce que nous avons appelé un manifeste de la transition refondatrice. Dans le cadre de l'Alliance pour une transition pacifique, qui est la dénomination que j'avais proposée et qui finalement avait été acceptée. Je veux rappeler même ici, et vraiment de la manière la plus sincère, parce que vous savez, moi je suis un scientifique, donc je suis honnête intellectuellement. La première proposition que j'avais faite à cette époque, je crois d'ailleurs y compris sur vos plateaux ici, c'était une proposition en deux temps, avec deux plans. Un plan A où je disais que bon, compte tenu de la situation, les gens essayent de déboulonner le régime RDPC depuis plus de 30 ans, on n'y arrive pas. On a un régime qui est le même quasiment depuis 64 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas, de manière tactique, et peut-être en s'inspirant de ce qui se fait dans d'autres pays, Tchad voisin, etc., envisager d'avoir une sorte de gouvernement de transition et d'union nationale, puisque nous voyons même que le régime lui-même est à bout de souffle. Et il a besoin d'énergie, peut-être pour mettre en œuvre une dynamique post-BIA qui pourrait être utile au Cameroun. Je l'avais dit de la manière la plus franche qui soit. Moi, je n'avais rien contre le fait que tous les acteurs majeurs de l'opposition se mettent ensemble avec le RDPC. Pourquoi pas pour repenser ce pays et lui donner aux générations futures quelque chose qui serait plus stable et plus intègre. Le rêve d'unir les forces de l'opposition s'est effondré dès la rédaction du manifeste pour une transition pacifique. Ce document, censé formaliser les engagements de l'Alliance, a provoqué un véritable séisme. Maître Akeremuna refuse de le signer. Djekam Kameni, furieux de ce qu'il perçoit comme un acte de compromission, quitte immédiatement la plateforme avec fracas. Ce refus de s'accorder sur une vision commune laisse ainsi l'ATP dans un état de dislocation avancée. Les ambitions personnelles éclipsent rapidement les objectifs collectifs et l'idée même d'une transition pacifique semble s'évaporer.
Les dissensions éclatent au grand jour alors. Les divergences de stratégie, les intérêts personnels transforment ainsi l'ATP en un champ de ruines. Vous avez des gens qui ont commencé à dire que non, vraiment là, moi je vais être candidat, j'ai un certain âge, je vais être candidat à tout prix, et puis voilà, je ne veux plus entendre parler de l'ATP. Et pour les nommer, parce que vous savez que moi je dis la vérité, toujours. Je suis un foyiste. Mais ça suffit pour les traiter de traîtres? Attendez, oui, mais attendez, nous avons eu des réunions sur des mois avec Akeremouna, qui nous avons été en Afrique du Sud pour discuter de ces questions-là. Vous savez? Et donc, il refuse de signer le manifeste de la transition. Lui, il est même quelque part honnête, parce qu'il a compris que c'était une modalité qui peut-être ne l'arrangeait pas. Il n'a pas signé le manifeste, et il est parti. Par la suite, vous avez signalé Diokam Tchameni, qui s'est montré extrêmement réfractaire à l'idée même d'aller à ce que nous avons appelé une primaire. Vous savez qu'une primaire, c'est un débat un peu comme celui que nous avons ici. C'est-à-dire que les idées de Somba sont sur la table, les idées de Metsengue sont sur la table, les idées de Bilé sont, celles de Dabé Claude sont sur la table, etc. Les idées de Jean Jaurès sont sur la table. Les gars ont estimé que il n'était pas bon de faire ça. Et qu'il fallait juste se contenter d'une modalité sous la table, ou un peu comme en 2004, où les gens allaient payer les uns, donner un peu d'argent aux uns aux autres pour que le choix se porte sur eux. Alors que nous leur disions que, allons à Vision 4, allons à Canal 2, allons à STV, que nos idées soient exposées et que les Camerounais les voient et les entendent. Et que les Camerounais fassent le choix de celui qui leur semblerait être le meilleur. Voilà le facteur de divergence et de discordance. C'est comme ça que ces camarades-là ont décidé de prendre la clé des champs et de partir. Nous avons estimé que le projet devait continuer. Et aujourd'hui, je puis vous dire que nous sommes une neuvaine d'acteurs qui sont restés dans la plateforme. Quelques autres sont partis. Pour Diokam Tchameni, la cause de cette désunion est claire. L'ATP n'a jamais été indépendante. Selon lui, le manifeste aurait été signé sous la pression du régime en place. Ces accusations graves et directes ébranlent profondément la crédibilité de l'Alliance. Face à ces reproches, Olivier Bilé monte rapidement au créneau une fois de plus. Pour lui, il s'agit de fausses accusations destinées à détourner l'attention des vraies responsabilités. Mais la polémique enfle et le doute s'installe dans les esprits de tous les Camerounais. On écoute une fois de plus Olivier Bilé. J'avais d'ailleurs rédigé un plaidoyer à cet égard que tous les camarades avaient reçu. Et il y avait dans le plan B qui lui était celui de dire que non, on va directement aux élections. On fait une plateforme qui va préparer les élections locales, l'élection présidentielle, etc. Et que nous allons peut-être même travailler sur la durée ensemble. Parce que l'Alliance, la philosophie de l'Alliance, c'est une collaboration sur la durée. Alors, on a discuté avec des gens comme Maître Akeremouna, avec mon ami Célestin Djamène, avec des gens comme Jean-Marie Florian Diana, avec Diokam Tchameni, avec des gens comme Jean-Pierre Djemba, avec de nombreux autres acteurs. Nous avions atteint à un moment donné un effectif de, je crois, 17 acteurs qui étaient là et qui constituaient l'ATP, avec des gens comme Cabral Libi, il faut bien le signaler aussi. Et donc, les premières discussions nous ont amené assez rapidement à considérer qu'il valait mieux mettre le plan A que j'avais préconisé de côté pour adopter l'idée d'aller directement à l'élection présidentielle. Mon ami Célestin Djamène était d'ailleurs OK avec cette idée, et d'autres leaders d'ailleurs étaient d'accord avec cette idée, mais dans une logique démocratique, finalement, ceux qui ne voulaient pas collaborer avec Paul Biya l'ont emporté. Et nous avons dit OK, nous adoptons donc le plan B et nous irons directement aux élections. Bon, alors, il se trouve donc que nous avons continué à travailler par la suite, etc. Il est arrivé un moment où il fallait que nous envisagions les modalités de désignation d'un candidat commun ou unique pour l'élection présidentielle. Je crois qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre d'acteurs ont réalisé que la proposition qui semblait émerger le plus
à laquelle j'adhère totalement, à laquelle adhérait totalement un certain nombre d'acteurs, qui était la proposition d'une primaire ouverte et digitale. Ouverte, ça veut dire que tous les candidats, tous les Camerounais pourraient voter, même ceux du RDPC pourraient participer à ce vote. Oui, pourquoi pas. Digital, pourquoi? Parce que c'était un vote que nous avons choisi pour être réalisé à partir de son téléphone. Pas besoin de se déplacer. C'est là que les problèmes ont commencé, mon cher Boni-Philippe. Et c'est là que nous réalisons que, nous parlions d'intégrité tout à l'heure, mon cher ami, que l'esprit, le cadastre de chefferie traditionnelle, de culture de chefferie traditionnelle, de la plupart des acteurs politiques de l'opposition, a commencé à se manifester. Après son départ de l'ATP, Maître Akeremouna crée sa propre plateforme qu'il appelle l'Union pour la construction du Cameroun. Le candidat à la présidentielle de 2025 est déterminé à tracer sa propre route. Ce geste est perçu par certains comme une tentative de diviser davantage l'opposition et par d'autres comme un acte de lucidité politique. Olivier Billet, quant à lui, voit dans ce départ un acte de félonie supplémentaire, comme celui de Prosper Nkoumvondor. Selon lui, le bâtonnier n'a jamais eu l'intention de jouer collectif. La rumeur d'un sac d'argent ayant circulé pour acheter des consciences alimente davantage les suspicions. La crédibilité de l'opposition en sort encore affaiblie. Le porte-parole de cette nouvelle plateforme que dirige Maître Akeremouna répond avec une assurance déconcertante, mais les Camerounais s'interrogent. Qui dit vrai, finalement? À l'UPR, l'Union pour la reconstruction du Cameroun, nous n'avons vent d'aucune transaction financière qui serait adressée à Nkoumvondor, Prosper, et donc vraiment, je décline ça. Bon, après, si vous voulez, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de dire trois choses. La première chose concerne la nécessité d'aller ensemble et de travailler ensemble pour un changement du Cameroun. Je pense que là-dessus, on est d'accord. La deuxième chose qui me semble fondamentale, c'est de quitter les aspects, ou du moins l'analyse, ou ce qu'on peut appeler ici le traitement psychoanalytique de la politique au Cameroun, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est-à-dire quoi? Au lieu de nous écharper sur qui a fait quoi, qui est coupable de telle chose, même le gouvernement en place, on dit ça ne marche pas parce que tel a volé, on le met en prison. C'est pas ça la solution. La solution que nous envisageons aujourd'hui en mettant en place l'UPR, initiative arrivée après la vôtre, c'est plutôt de dire l'approche systémique, c'est de nous accorder sur les objectifs. Quels sont les objectifs à atteindre et construire autour de ces objectifs-là. Quand j'ai dit cette deuxième chose, la troisième, c'est que l'UPR reste ouverte à un travail avec les autres formations pour continuer cette construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'une expérience, parce que c'est toujours difficile de traiter des questions qui sont passées des années avant, parce qu'après on a toujours ce problème avec les acteurs qui ont été, qui n'ont pas été, ça reste un traitement psychoanalytique des choses. Aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on tombe d'accord sur les objectifs? Les objectifs du Cameroun, c'est lesquels? On est tous d'accord pour un développement de notre pays, pour créer des conditions qui permettent aux Camerounais de mieux évoluer, de mieux s'épanouir et d'arriver à quelque chose de plus digne. C'est ici que réside l'un des plus grands problèmes de l'opposition camerounaise, les ambitions personnelles. Chaque acteur politique semble vouloir imposer sa vision sans véritablement chercher à construire une union solide. Cette mentalité individualiste ne fait que renforcer le régime en place. Pour Olivier Billet, l'incapacité à dépasser ces querelles d'ego est une preuve flagrante du manque de maturité politique au sein de l'opposition camerounaise. Mais peut-on vraiment parler d'opposition quand chaque leader semble plutôt jouer pour son propre compte? La question maintenant, c'est qu'en face, on a des gens patriotes, on a des gens intelligents, on a des gens intègres qui peuvent travailler. L'UPR, l'Union pour la reconstruction, propose cette reconstruction aujourd'hui autour d'Akeremouna. Ça ne veut pas dire que... Ah bon?
quand je dis autour d'Akeremouna, oui, c'est que, pour l'instant, nous avons, vous ne découvrez pas, l'UPR, l'Union pour la reconstruction, a travaillé autour d'un projet où il y a eu un candidat. Nous sommes allés vers, et c'est au Kouvando qui allait vers Akeremouna et pas l'inverse. Parce que quand... j'en suis, je vous ai dit, moi je travaille là-dessus. Je suis désolé, mais je vais vous donner une information. Parce que vous arrivez hier, sans doute. Mais moi, je puis vous dire, ici, parce que vous êtes quelqu'un qui vient de la diaspora avec toute sa bonne foi, mais vous trouvez un environnement qui est fait d'acteurs extrêmement redoutables. Je vous préviens. Redoutable en termes de quoi? Non, je vais pas en dire davantage. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais rappeler simplement un voyage, une mission de travail importante que nous avions effectuée il y a quelques mois du côté de l'Afrique du Sud, à Pretoria, avec un certain nombre de personnes. J'étais de ce voyage avec Nkoumvondor. Et c'est au courant lors de ce voyage, en fait, que je découvre qu'en fait, vous savez, nous sommes en train de travailler dans l'ATP avec Akeremouna, Yaoundé. Donc quand on voyage, là, je suis convaincu que c'est pour aller consolider les positions de l'ATP, y compris des possibilités peut-être même d'appui financier, d'accompagnement, etc. Mais quand j'arrive, lorsque nous arrivons là-bas, j'ai jamais entendu parler de l'UPR. En tout cas, ce que je découvre là-bas, c'est en réalité... vous y travaillez, hein? Une plateforme d'individus qui étaient donc autour d'Akeremouna. Et s'agissant de Nkoumvondor, c'est là-bas aussi que lui-même vient me dire un soir, que, mais est-ce que tu sais ce qui se passe? Nkoumvondor était un éminent membre de l'ATP, signataire du manifeste. Il dit, mais c'est que le maître Aborbala et Akere m'ont dit qu'ils comptent sur moi pour la candidature, hein, et que leur plateforme qu'ils sont en train de mettre sur pied, c'est moi qui vais, etc., etc. Voilà. Donc, c'est eux qui font venir, qui sont allés vers Nkoumvondor. C'est carrément un marchand. Il me semble que c'est de ça qu'il s'agit. Cette division pose une question cruciale. L'opposition camerounaise est-elle prête à affronter le RDPC lors de la présidentielle prévue en octobre 2025? Avec plus de 300 partis politiques officiellement enregistrés, on assiste à une fragmentation inédite. L'opposition, au lieu de se rassembler, se papille dans une multitude de microstructures souvent dénuées de pouvoir réel. Un analyste du RDPC présent sur ce plateau du club d'élite ce dimanche-là, avec une ironie mordante, qualifie l'opposition camerounaise de femme stérile. Cette métaphore, aussi cruelle qu'elle soit, illustre l'incapacité de cette opposition à produire un projet politique crédible et unifié. On l'écoute. L'opposition agit comme une femme stérile. Elle agit comment? Une femme stérile qui va avoir un enfant. Mais qui sait qu'elle est stérile? Elle va avoir un enfant. Alors, elle manifeste ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. C'est-à-dire que la grossesse nerveuse, c'est qu'elle commence à avoir... Il n'y a même pas de grossesse. Non, une grossesse nerveuse. Écoutez, c'est-à-dire que... sous le prisme des phénomènes hormonaux, c'est-à-dire que vous voyez les seins qui gonflent, le ventre qui ballonne, les pieds, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle va mal à l'hôpital, on dit que non, au vu des tests hormonaux, on dit mais vous êtes enceinte. Quand elle va faire l'échographie, elle se rend compte qu'il n'y a pas de bébé. Et là, elle retombe dans son fantasme, dans son stress. C'est de ça dont il est question. Et à la fin, on finira par vous dire que, vous comprenez très bien le rapport, professeur, on finira par dire que non, les élections sont mal organisées, ainsi de suite, c'est fraude électorale, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que aujourd'hui, nos concurrents politiques doivent parfois écouter le peuple. J'ai l'impression qu'ils ne l'écoutent pas. Ils cherchent des solutions ailleurs pour venir les implémenter au Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le peuple parle à chaque fois. C'est pour cela que, pendant qu'ils cherchent, pendant qu'ils pensent qu'ils ont affaire à un Cameroun failli, et que ni le peuple, ni l'ordre gouvernant ne pensent pas, le RDPC est à chaque fois aux côtés de ce peuple-là en lui disant, voilà, malgré les différences, les divergences que nous avons eues, les difficultés, les écueils que nous avons eus, voilà ce que nous proposons, non seulement pour rectifier le tir, mais pour avancer et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Dans un pays où la politique est avant tout une affaire de ventre,
La morale est donc une notion presque inexistante. L'absence de principe est le plus grand mal qui gangrène l'opposition camerounaise. Les intérêts individuels prennent rapidement le pas sur le bien commun, transformant des alliances en arène de combat fratricide. Le RDPC, avec son expérience et ses ressources considérables, semble jouer les maîtres d'orchestre de cette cacophonie. Le professeur Claude Abbé s'insurge ici contre un fait qu'il considère comme le véritable cancer de la politique camerounaise, le manque de moralité. Ce n'est plus la politique pour le peuple, mais la politique pour la panse, déclare-t-il. Les valeurs d'éthique et d'intégrité semblent inexistantes et remplacées ici par un opportunisme décomplexé. L'opposition, au lieu de se positionner comme une alternative morale, finit par reproduire les mêmes travers que le régime qu'elle critique. On l'écoute. Je suis étonné comment on fait pour devenir professeur dans les universités publiques avec autant de carences morales. C'est-à-dire qu'à la Cato, ça n'arriverait pas. C'est-à-dire que quand vous voulez passer professeur à la Cato, votre dossier part d'ici, il va jusqu'à Rome. On fait des enquêtes sur votre moralité pour savoir si vous êtes digne de porter ce grade-là. C'est-à-dire qu'il y a des qualités morales qui doivent être chevillées à votre qualité pour arriver à devenir professeur. Mais dans notre cadre, il y a des kidams comme ça là qui deviennent professeurs et qui peuvent venir à taper professeur à B sur des plateaux. Je pense que vous réglez des problèmes personnels. Mais justement, on n'est pas dans des règlements. Évitons les règlements. Heureusement que vous ne citez pas de nom. Heureusement que vous ne citez pas de nom. Non, il se reconnaîtra. Il manque de qualité morale dans le cas d'espèce. Voyez-vous, c'est-à-dire que des gens qui peuvent aller comme s'ils étaient en mission. Dans le pauvre Olivier Bouvet, j'ai lu son ouvrage sur le foyisme, qui lui fait la politique avec des valeurs morales chevillées à son affaire. Il se retrouve avec des bandits. Est-ce qu'il y a des valeurs morales en politique? Oui, il y a ça ne se fait pas. Bonnie Philippe. Désolé, la politique. C'est le là où vous êtes dans un jeu d'intérêt, vous mettez le... Non, il y a des questions morales. C'est d'abord des questions morales. Pour moi, c'est d'abord des questions morales. C'est parce qu'on nous trompe en disant que c'est pour manger. Vous n'êtes pas là parce qu'on a faim. Un certain nombre de valeurs. Vous ne pouvez pas réussir sur le terrain politique si vous ne portez pas les valeurs. Vous ne pouvez pas. Même aux États-Unis. Et c'est donc cela d'abord. C'est-à-dire quand on a de la chienlit qui se retrouve sur le terrain politique comme ça. Non, vous êtes non, c'est de la chienlit. Je regrette. Je suis en train de décrire les choses. Je ne suis pas sur les personnes, mais sur les gens. Je suis sur les comportements. Il faut vivre ça. Vous pouvez poser une question, laissez-moi. Il y a le nombre de personnes qui ont... La plus grande tragédie de l'opposition camerounaise, c'est qu'elle passe plus de temps à s'opposer à elle-même qu'au régime en place. Le RDPC, avec une stratégie bien rodée, aurait infiltré plusieurs partis pour s'aimer la discorde et affaiblir toute coalition. En tout cas, c'est ce que pensent plusieurs observateurs de la scène politique camerounaise. Et le résultat est un chaos organisé, des alliances qui naissent et meurent en silence, des ambitions qui détruisent les rares initiatives collectives et un peuple qui perd espoir. Comment espérer un changement quand ceux-là même qui sont censés incarner l'alternative ne cessent de se saboter mutuellement? Les événements autour de l'ATP ne sont qu'un symptôme d'un mal plus profond, une opposition qui s'oppose à elle-même. Les tactiques d'infiltration et de division que beaucoup attribuent au RDPC ont des effets dévastateurs. Le résultat est sans appel, un front désuni, incapable de mobiliser une vraie alternative. Que la culture politique du RDPC a été reproduite par un certain nombre d'acteurs dits d'exaction. Je vais vous dire pourquoi. Exactement. Parce que le RDPC a une culture politique où elle infiltre très souvent les partis
débauche des gens de l'intérieur qui vont en réalité travailler à l'intérieur là-bas pour le compte du RDPC. Une pratique politique banale. Oui, du reste. Malheureusement. Et il me semble qu'on a ce type de pratique-là au niveau Et puis il y a, malheureusement, il faut le dire aujourd'hui, là, il y a cette idée du héros qui serait un seul individu qui viendrait sortir l'opposition de sa situation. Tout le monde estime un messianisme. Effectivement, le messianisme politique. C'est-à-dire que c'est ce messie-là qui, en réalité, sans lui, l'opposition ne peut pas arriver à s'en sortir. Et ça encore, c'est les problèmes de déficit de la culture politique. Et à ce titre-là, maintenant, comment voulez-vous que l'électorat et le peuple prennent des gens comme ça au sérieux? Comment voulez-vous? Ça ne peut pas s'en sortir. Il y a une opposition qui s'oppose à l'opposition et qui en réalité travaille pour le RDPC. Et je vais vous le dire, vous ne pouvez pas pratiquer la politique en écoutant votre tube digestif. Parce qu'en réalité, ce que je viens de suivre là, on a des gens qui ont fait Jean-François Bayard et qui réfléchissent avec leur tube digestif. Il y a le corrupteur et le corrompu. Dans le cas d'espèce, Maître Akeremouna a approché de manière claire, et je voulais rappeler les faits ici, Prosper Nkuvondo, et Prosper Nkuvondo qui avait signé le manifeste avec d'ailleurs les chantiers, les 12 chantiers prioritaires que nous avions fixés en tant que boussole programmatique. Le document est là. Donc, sur la famine, c'est les personnes, d'autres acteurs à l'intérieur qui sont achetés précisément pour évoquer la question de la famine. L'effondrement de l'ATP est un triste rappel des défis qui attendent l'opposition camerounaise. Pourtant, tout n'est pas perdu. Olivier Billet, malgré son amertume, appelle à un sursaut. Nous devons tirer des leçons de cet échec pour reconstruire une opposition crédible et unie. Ce qui a abîmé d'ailleurs depuis 2000, je sais pas combien, là, ils avaient commencé, on avait depuis les années 2004, toutes les initiatives de mutualisation qui ont échoué, c'est précisément parce que les gens sont, je veux dire, extrêmement malhonnêtes, incapables d'intégrité et de probité morale dans la vie politique. Et c'est ça, peut-être, le drame de ce pays. Le Cameroun a besoin de changement, mais ce changement ne viendra que si l'opposition elle-même abandonne ses querelles intestines et se concentre sur un objectif commun. Le temps presse et la présidentielle de 2025 pourrait être une ultime chance pour éviter que l'histoire ne se répète encore une fois.